de l'Université de Béjaïa, chers collègues, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui, de partager plutôt aujourd'hui avec vous une petite expérience concernant le projet d'établissement et en même temps, ce projet d'établissement, pour le préparer, pour le concevoir et pour le mettre en œuvre, donc il nous faut les outils appropriés qui sont l'assurance qualité en général. En principe, il devrait y avoir aujourd'hui avec nous un collègue de l'université de Annaba, professeur Khalif Rabi', à qui nous souhaitons un prompt rétablissement puisqu'il est malade. Donc je suis dans l'obligation aussi de présenter la deuxième communication dédiée à l'assurance qualité. Donc comme vous le savez, l'être humain est passé par plusieurs étapes, historiquement parlant. Donc avant, il n'utilisait que ce qu'il y avait dans la nature, et plus particulièrement donc ses propres yeux. Par la suite, il a découvert la lunette de visée, par la suite la boussole, et nous en sommes aujourd'hui au GPS. Donc nous pouvons faire la transposition des établissements d'enseignement supérieur, comme dans le cas aussi des entreprises à caractère économique, devraient aussi avoir une feuille de route, avoir des objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels qui vont être réalisés en mettant en œuvre un certain nombre d'activités et d'actions. Et pour pouvoir les vérifier, nous faisons appel, comme au départ, donc pour la conception du projet de l'établissement, donc à tout ce qui est évaluation. Donc je vous ai oublié, madame. Donc je souhaite aussi la bienvenue à madame la directrice de l'évaluation et de l'assurance qualité au nom de monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc je reprends. Donc c'est de là où est née, si vous voulez, la nécessité d'avoir un projet d'établissement. Un projet d'établissement, donc il est indispensable pour pouvoir développer cet établissement et aller de l'avant dans le but d'améliorer ses propres performances. Donc vous avez devant vous ici, il y a un certain nombre de termes et de mots-clés qui sont revenus dans les différentes interventions des collègues qui m'ont précédé. Donc la gestion participative, la gouvernance, l'assurance qualité, développement de l'université, performance et ainsi de suite. Donc le mot-clé le plus important dans un établissement d'enseignement supérieur, je dirais, c'est la gouvernance participative, c'est-à-dire tout ce qui est collaboratif. Comme vous avez ici devant vous, donc des oiseaux, mais les images ici sont significatives. Je reprends ce qui a été présenté l'année passée pour les ATS. Donc on peut s'identifier à l'une de ces photos. Chacun de nous peut s'identifier à l'une de ces photos-là. Et la majorité, en principe, s'identifie à l'aigle. Alors que normalement, ici, on doit tous s'identifier aux oies, parce que si on fait une petite comparaison, l'aigle il est solitaire, donc il chasse pratiquement en solitaire, donc il ne vit pas en groupe, il ne vit pas en communauté. Par contre, les poules qui sont en communauté, mais malheureusement il s'agit d'un ensemble, donc chaque élément est indépendant. Chaque élément est indépendant de l'autre. Par contre, si vous remarquez les oies, le vol des oies, donc il est bien ordonné et chaque élément est indispensable à la vie de l'ensemble ici, et l'ensemble va former ce qu'on appelle une équipe. Donc on passe de groupes qui sont les poules à l'équipe qui sont les oies. Donc forcément au niveau de l'université, il doit y avoir une complémentarité et une interaction entre les acteurs. Donc c'est tout le monde qui devient acteur dans ce sens-là, quel que soit son poste de responsabilité et quelle que soit l'activité de cet élément composant la communauté universitaire. Alors, le projet d'établissement, donc dans le projet d'établissement, en général, sa structuration, donc la première partie, c'est la présentation de l'établissement, l'historique, les effectifs et tout ce qui s'ensuit, les données relatives à l'établissement X, et par la suite,
Donc il faut déjà une vision et une stratégie, et cette stratégie par la suite est couplée à un plan d'action. J'ouvre une parenthèse, le plan d'action dont ont parlé mes collègues tout à l'heure, ils parlaient du plan d'action du projet ESAGOV. Donc le plan d'action, comment structurer, comment préparer le projet de l'établissement. Donc il y a une nuance. Donc le projet ESAGOV, qui est un projet, si vous voulez, d'accompagnement des établissements nationaux. Donc il y a une douzaine avec la CIACAS, le ministère, donc ça fait 14, et 4 universités européennes, 2 italiennes, Venise, Pavia, et Rouen, et Paris 1 pour la France, et puis le tout géré par l'Union des universités méditerranéennes. Donc comme vous savez, Béjaïa et CITIF 1 en font partie. Donc ce projet ESAGOV, il est là pour ceux qui ont déjà un projet d'établissement, donc c'est une mise à jour, et ceux qui n'ont pas encore de projet d'établissement, donc ça va leur permettre de préparer leur propre projet d'établissement. Donc dans la démarche du projet ESAGOV, donc il y a ce qu'on appelle donc le plan d'action de la mise en œuvre du projet ESAGOV lui-même. Mais le plan d'action dont je parle ici, il s'agit de la partie opérationnelle du projet de l'établissement. D'accord, c'est juste si vous voulez, une remarque de taille à ne pas confondre entre le plan d'action du projet ESAGOV, qui est la démarche elle-même, et le plan d'action qu'on va retrouver dans le projet de l'établissement, c'est-à-dire la partie opérationnelle du projet de l'établissement. Alors on se pose un certain nombre de questions. Pourquoi, comment et quand est-ce qui va préparer le projet de l'établissement, quand est-ce qu'on le prépare, quand est-ce qu'on le met en œuvre. Donc vous avez un certain nombre de questions ici. Et dans toute la démarche, il y a une composante très importante qui doit être la cheville ouvrière du projet de la préparation, la confection du projet de l'établissement. Tout ce qui est stratégie, donc il y a le staff de l'université, chacun à son poste, chacun par rapport à sa responsabilité, mais nous devons, si vous voulez, introduire dans toute la démarche la cellule assurance qualité. Je partage avec vous ce qui a été fait à CITIF entre 2016 et 2017. C'est la cellule assurance qualité qui a fait le diagnostic et l'analyse, si vous voulez, du contexte de l'établissement, c'est-à-dire de l'environnement socio-économique et de l'établissement lui-même. C'était chaque mardi, donc on se réunissait, donc à partir de 13h pratiquement, jusqu'à 17h, 18h, et en présence souvent de quelques doyens et directeurs d'instituts, et surtout de quelques vice-recteurs, et de temps en temps du recteur lui-même. Donc ça nous a permis en quelque sorte de préparer une analyse détaillée du contexte et de l'établissement lui-même. Ce qui nous a permis par la suite de mettre en place les lignes directrices du développement de l'université. Et par la suite, donc nous avons fait l'évaluation interne, l'auto-évaluation, et par la suite, l'évaluation externe avec un collègue, c'est exactement le collègue de Annaba avec quelqu'un qui est venu du Canada. Donc nous avons fait durant 3 jours l'évaluation externe de l'établissement, ce qui nous a amené à compléter le projet, si vous voulez, le plan stratégique par un plan d'action, un plan opérationnel. Donc on va essayer de revoir ensemble un certain nombre de contextes, de concepts, pardon, et on va revoir les missions de l'université en général ou d'un établissement d'enseignement supérieur et ou de recherche scientifique.
Donc, l'université algérienne en général a 4 missions, et ces missions-là sont d'ordre sociétal, toutes les 4. Donc, il y a la formation des cadres qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de tout le système socio-économique. Nous avons aussi la recherche scientifique qui est indispensable, dont les résultats sont indispensables pour le développement technologique et le transfert vers les entreprises et les différentes collectivités locales. Nous avons aussi la troisième, qui n'est pas moindre, l'élévation du niveau culturel, technique, scientifique et de toute la société. Et la quatrième mission, donc la quatrième mission, c'est bien, comme vous le savez tous, nous avons donc une politique sociale depuis la déclaration du 1er novembre jusqu'à la dernière constitution. Donc il y a le volet social qui est primordial, donc c'est donner la chance et l'équité à tout individu, à tout citoyen qui présente, si vous voulez, les compétences et les capacités pour sa promotion sociale. Donc, c'est les 3 missions principales qu'on retrouve dans la loi d'orientation de l'enseignement supérieur et certaines dans la loi d'orientation de la recherche scientifique. Donc, ces missions-là, chaque établissement doit se les approprier pour pouvoir les mettre en œuvre. Et toutes les missions sont communes à tous les établissements du territoire national. Donc ces missions-là, quand on les approprie, ça veut dire on va les mettre sous forme de vision. Chaque établissement, donc la vision, donc c'est le long terme. Et entre les missions et les visions, donc on parle de valeurs. C'est-à-dire il y a un ciment qui lie ces missions-là par rapport aux visions que doit mettre en place, que doit définir chaque établissement. Ces valeurs aussi sont communes, donc tout ce qui est gratuité des études, l'égalité des chances, ainsi de suite, les franchises universitaires. Donc c'est ce qu'on retrouve pratiquement pour tous les établissements. Et c'est à partir de la vision que la spécificité apparaît. C'est-à-dire à partir de la vision de l'établissement, l'université de Tindouf, forcément, pour des considérations très variées, ne peut pas être l'université de Taraf, ni celle d'Élysée, ne peut pas être celle de Tlemcen ou de Doron. Donc c'est à partir de la vision qu'il y a donc spécificité. Chaque établissement doit avoir sa propre vision, tout en tenant compte des textes réglementaires, mais il doit intégrer les données locales propres à l'établissement et dans son environnement immédiat pour pouvoir mettre en place donc sa propre politique pour aller de l'avant. Donc, comme je viens de le dire, nous avons un pays continent. Donc, il y a une variété de reliefs et une variété sociale, donc tout ce que vous voulez. Donc, forcément, chaque établissement est différent de l'autre. Donc, on doit en tenir compte. Le travail démarre de là. Si on rentre maintenant dans chaque établissement, donc on va remarquer que il y a un certain nombre d'éléments qui sont imbriqués les uns les autres. Donc, et on va définir cet établissement comme étant un système complexe. J'ai repris ici, pour faciliter un peu et pour cadrer, donc les 7 domaines du référentiel national d'assurance qualité. Et si vous prenez la recherche, donc c'est lié aux infrastructures. Si vous prenez la formation, c'est lié aux relations à l'international ou aux relations avec le secteur socio-économique. Donc vous avez un ensemble d'éléments, de domaines qui sont liés et imbriqués les uns les autres, donc qui doivent travailler en synergie, comme dans le cas des lois de tout à l'heure. Donc les responsables qui sont au niveau de chaque domaine, ou là, au niveau de chaque faculté, au niveau de chaque département, laboratoire de recherche, ne va pas faire cavalier seul et doit travailler donc en synergie avec l'ensemble des éléments constituant cet établissement. Maintenant,
pour définir cette vision et par la suite la rendre sous forme de stratégie, donc il faut tenir compte des spécificités locales du contexte. Donc le contexte, un contexte d'un établissement, donc c'est l'ensemble des conditions culturelles, sociales, économiques, géographiques qui entourent cet établissement dans lequel cet établissement est implanté. En général, donc, cet environnement socio-économique influence des rendements de l'université, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, mais le phénomène inverse est très très limité, c'est-à-dire que l'influence de l'université qui devrait être la locomotive de toute la société, c'est elle qui oriente la société, c'est elle qui permet le développement de la région, du territoire. Malheureusement, l'impact de l'université, il est pratiquement minime en termes d'employabilité des diplômés et en termes de transfert des résultats de la recherche vers le secteur socio-économique. Donc, l'environnement, il peut être, le contexte, il peut être juste immédiat, local, régional, national, international, et l'influence est beaucoup plus s'amoindrit à mesure qu'on s'éloigne, on va du local vers l'international. L'impact de l'établissement est moindre. Peut-être dans le sens contraire, il est plus important aussi. Donc, de ce contexte-là, on va définir le territoire. Le territoire national, il est défini, c'est le contour géographique de l'Algérie, mais maintenant, un territoire, il peut être défini par l'établissement lui-même. Par exemple, la CITIF, quand on a défini le territoire d'influence, si vous voulez, de l'université CITIF 1, qui a vocation scientifique et technologique, nous avons défini le territoire de l'ancienne wilaya de Sétif, c'est-à-dire ça englobe les wilayas actuelles de Sétif, Borj Ba'ararij, Msila et Bijaya. Donc nous les avons intégrés, nous avons raisonné et la stratégie a été mise par rapport à ce territoire. Alors, on va différencier un peu entre la notion d'espace et de territoire. Donc un territoire, ce n'est pas seulement l'espace géographique. C'est aussi, on doit tenir compte des populations qui occupent cet espace géographique, mais aussi qui interagissent avec cet espace. D'accord, ça c'est très important comme différence. On doit aussi la prendre en charge dans la réflexion pour mettre en place donc le plan stratégique de l'établissement. Vous avez juste une petite comparaison. Donc quand on parle d'espace, donc c'est un ensemble, c'est comme dans le cas des poules tout à l'heure. Par contre, quand on parle de territoire, donc on va prendre cet ensemble d'éléments comme étant un système donc, qui interagissent entre eux. On ne peut pas isoler un élément d'un autre. Donc dans le territoire, comme dans le cas de l'université, qui est un système complexe, donc on va parler d'acteurs. On va parler d'acteurs. Chacun à son poste, y compris le gardien à l'entrée de l'établissement, et là, sa responsabilité. Donc c'est un acteur, je ne dirais pas majeur, je ne dirais pas mineur, mais c'est un acteur indispensable pour la bonne marche des activités de l'établissement. Donc, l'université ou l'établissement d'enseignement supérieur qui a un système complexe, lui-même, il est implanté dans un territoire qui est un système complexe. Donc, il faudra en tenir compte dans toute la réflexion. J'arrive maintenant à l'état des lieux. C'est-à-dire, si on prend ce que nous avons ici, ce que je vais projeter, c'est le constat que nous avons fait pour l'université de Sétif, mais le constat que vous allez voir juste après, il est valable aussi pour pratiquement l'ensemble des établissements du supérieur national. Et c'est de là qu'on a démarré notre projet d'établissement. Donc si on prend le système d'enseignement supérieur, un établissement quelconque, du moment qu'il c'est un système, donc il y a une entrée, une sortie et une fonction de transfert, comme tout système physique. Donc comme vous le savez tous, l'entrée à l'université, c'est-à-dire
entre parenthèses, la matière première, c'est les bacheliers, les nouveaux étudiants, c'est le nouveau master et c'est le nouveau doctorant. Donc l'arrivée à l'entrée du système, c'est ces éléments-là. Et à l'arrivée du système, plus particulièrement pour les bacheliers, qui sont les plus nombreux, donc le volet social prône surtout. Donc chaque porteur de baccalauréat, il a sa place pédagogique à l'université. Et la place pédagogique, nous ne devons pas la définir en table et chaise. Donc une place pédagogique nécessite beaucoup plus qu'une table et une chaise. Donc il y a le volet social, ensuite il y a la formation. Après la formation, il y a aussi la recherche scientifique universitaire. Ici donc je parle des universités, non des centres de recherche. Et à la sortie du système, nous avons les deux produits majeurs de l'université qui sont donc les diplômés et les résultats de la recherche. Et à la sortie du système-là, on passe du volet social à l'entrée au volet économique qui prône, c'est-à-dire donc le secteur socio-économique, l'aspect social est secondaire par rapport à l'aspect profit. Donc toute la gymnastique réside ici. Comment lier un système, comment en tenir compte qui est à son entrée, c'est le volet social qui est mis en avant. Par contre, à la sortie du système, c'est-à-dire les débouchés, les produits de ce système, sont confrontés à des critères pratiquement économiques. Et c'est de là où donc il fallait penser l'idée, comment faire, on va le voir tout à l'heure aussi, comment faire former, non pas pour former, c'est-à-dire donner du savoir et de la connaissance aux étudiants, c'est-à-dire enseignement, comment passer maintenant à une formation pour que ces étudiants-là aient les compétences requises pour pouvoir s'insérer dans le milieu du travail et pourquoi pas créer leur poste de travail lui-même à travers des startups, à travers l'AHI. Et c'est cette réflexion-là qu'il faudra mener, chacun par rapport à ses forces et les opportunités qu'offre l'environnement, et mettre en place les lignes directrices de la politique de développement de l'établissement. Pour la recherche, c'est la même chose. Passer d'une logique recherche purement académique à une recherche beaucoup plus utile et qui va permettre aux produits de la recherche, c'est-à-dire les résultats de la recherche, d'avoir un prolongement, donc une autre valorisation au niveau du secteur socio-économique. Donc si on rentre en détail, si on compare juste le monde de l'entreprise au monde universitaire, on voit que c'est deux mondes qui évoluent parallèlement, donc il n'y a aucune pratiquement interaction entre les deux mondes. Donc forcément, il faudrait jeter les ponts entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. En principe, il devrait fonctionner comme le montre le schéma, comme c'est schématisé en bas, comme les vases communicants. C'est-à-dire le développement de l'un, forcément, va conduire au développement de l'autre. L'un s'alimente de l'autre. C'est-à-dire, quand nous avons un système industriel et économique assez performant, donc l'impact forcément doit se faire sur l'université. Et l'inverse est juste. Donc l'université doit aussi s'ouvrir vers le secteur socio-économique. Et je ne jette jamais la pierre sur les autres. Et je dis toujours que la faute est de notre côté. Nous n'avons rien fait pour vendre nos propres produits, notre propre savoir, nos propres résultats. C'est à nous de faire le premier pas. Du moment que, à l'échelle internationale, donc nous savons tous que les publications produites par nos collègues de par le territoire national sont de qualité, puisque le nombre de citations nous permet, dans les classements internationaux, à un grand nombre, donc à certaines universités, y compris la vôtre, de se classer convenablement d'une manière acceptable par rapport à la production scientifique en termes de nombre de publications et de la qualité même de ces publications à travers le nombre de citations.
Donc c'est de là qu'on doit, en quelque sorte, ça nous pousse à réfléchir pour mettre en place le projet de l'établissement. Le projet de l'établissement, il aura pour but, donc, comment permettre à l'établissement d'enseignement supérieur et ou de recherche scientifique de concrétiser sa vision et de remplir ses missions, ou là de remplir ses missions en concrétisant sa vision, tout en respectant ses valeurs. C'est-à-dire, on revient à la démarche, donc mission, vision, entre les deux valeurs, stratégie, ensuite l'opérationnel. Vous, dans le projet de l'établissement, donc il faut développer une stratégie, il faut traduire cette vision en objectifs globaux, en objectifs stratégiques, et puis, pour les mettre en œuvre sur le terrain, donc il faut un plan d'action qui va suivre derrière. Donc, vu les collègues présents, je mettrai l'accent beaucoup plus sur la partie stratégie. Je ne vais pas, en quelque sorte, je vais aborder, mais d'une façon superficielle, la partie plan d'action. Parce que le plan d'action est encore beaucoup plus spécifique. Il vient sur la base d'une auto-évaluation et d'un rapport d'évaluation aussi. Voilà, donc la stratégie, si vous voulez, c'est l'ensemble des plans d'action, donc qui est orienté beaucoup plus moyen et long terme. Par contre, le plan d'action, il est beaucoup plus immédiat et la durée, ça peut être courte, 1 année, 2 ans, 3 ans, mais un plan stratégique, ça peut être réfléchi sur au minimum 3 ans à 5 ans. C'est ce qui a été choisi par la tutelle quand ils ont demandé aux établissements de préparer leur propre projet d'établissement. Alors la différence entre, comme je viens de le dire, entre le projet d'établissement et le contenu du projet d'établissement, donc entre ces deux composantes, ces deux parties, la stratégie et le plan d'action. Donc la stratégie, il s'agit de vision, donc de réflexion, le long terme. Donc il y a de l'intuition, il y a de l'innovation. Par contre, pour le plan d'action, donc c'est des activités, c'est des actions à mettre immédiatement. Donc il s'agit beaucoup plus d'objectifs spécifiques que, alors que dans l'autre cas, c'est d'objectifs globaux à atteindre. Donc généralement, donc le cas de la stratégie, je l'ai dit tout à l'heure, donc un établissement doit en tenir compte surtout de ses propres forces et des opportunités qu'offre le contexte de son environnement extérieur, c'est-à-dire le territoire dans lequel cet établissement est implanté. Par contre, dans le cas du plan d'action, on s'intéresse beaucoup plus les faiblesses et les menaces qui viennent de l'extérieur. Donc, par exemple, comme faiblesse, on sait tous le taux d'échec de la première à la deuxième année, quel que soit, si vous voulez, le domaine, quelle que soit la filière. Donc, si on veut y remédier, on peut faire, si vous voulez, une évaluation et mettre en place des actions de correction pour apporter, si vous voulez, le plus et améliorer la situation donc du passage de la première à la deuxième année. Si on décortique donc les problèmes, on peut apporter immédiatement certaines solutions pour l'amélioration. Voilà, maintenant, la question essentielle, majeure, pourquoi mettre en place un projet d'établissement? C'est-à-dire il faut qu'il y ait des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques pour permettre l'amélioration des performances de l'établissement. Donc selon les missions, la première mission qui est la formation, donc il faut plus de professionnalisation. Pourquoi plus de professionnalisation? Pour améliorer l'employabilité des diplômés de l'université. Ça, c'est, si vous voulez, l'objectif numéro 1, le pourquoi du projet d'établissement. Deuxièmement, donc, il faudrait une valorisation des résultats de la recherche
autre que la valorisation en interne, c'est-à-dire pour devenir professeur ou là pour permettre à un doctorant de soutenir, il faudrait que lui trouver un prolongement pour la valoriser autrement, pour être utile au développement technologique et industriel du pays. Deuxièmement, on ne peut pas avancer si on raisonne en vase clos. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir, il faut assumer l'internationalisation. Madame la directrice tout à l'heure et Monsieur le secrétaire général a parlé de mondialisation. Donc on ne peut pas travailler d'une façon isolée. Donc si on veut avancer, il faut en tenir compte de ce qui se passe de par le monde. Si vous voulez, l'autre cause, c'est faire face aux contraintes budgétaires, c'est-à-dire comment diversifier les sources de financement de l'université. Les pouvoirs publics, avec, si vous voulez, la crise économique, donc ils n'ont plus, si vous voulez, la possibilité de prendre en charge à 100% l'universitaire, en particulier les universités en général, doivent intégrer cette nouvelle donne dans tout raisonnement, dans la gestion et la gouvernance de leur propre établissement. C'est-à-dire comment cet établissement puisse, qui met des dépenses, des entrées d'argent. Donc il y a énormément, donc la formation à la carte, les prestations de services, les projets de recherche, les projets de coopération à l'international. Donc tout ça, ça permet en quelque sorte de diminuer un peu les charges de l'État par rapport à, même si nous sommes donc des établissements publics, il faudrait qu'il y ait participation. On a parlé tout à l'heure de gestion participative et la participation commence justement à partir de ce stade. Maintenant, pour faire ce plan d'action, donc nous devons faire l'analyse du contexte de l'établissement. On vient de le dire, pour la stratégie, il faudrait tenir compte des forces de l'établissement, mais aussi des opportunités. C'est-à-dire qu'il faut identifier les opportunités qui sont dans la région, là, dans le territoire. Je reviens justement à cette transformation que devraient avoir les universités, à cette, je dirais, transition, cette période de transition, comment passer de l'enseignement à la formation. Donc vous avez une petite comparaison entre enseigner et former. Jusqu'à présent, donc, nous faisons de l'enseignement. Même notre tutelle s'appelle enseignement supérieur. Si j'avais le pouvoir, je dirais qu'on devrait l'appeler formation universitaire. Si on veut vraiment, en quelque sorte, donner de l'importance au terme compétence au lieu de connaissance, donc on devrait aussi adapter un certain nombre de termes qui sont forts par rapport à d'autres. Donc en parlant de formation universitaire, c'est beaucoup plus adapté par rapport à l'enseignement, par rapport au contexte et la conjoncture actuelle. Alors pour la recherche aussi, il faudrait sortir du purement académique à une autre recherche. Il faudra faire évoluer la démarche de la recherche scientifique. Je parle toujours pour la recherche scientifique universitaire et même la recherche, si vous voulez, scientifique au niveau des centres de recherche. Donc comment passer d'une recherche académique qui est valorisée en interne à une recherche beaucoup plus utile aux citoyens. Et donc, je parle de la recherche innovation et de la recherche et développement, c'est-à-dire la recherche industrielle. Ça, c'est une opportunité. Si vous prenez toutes les entreprises, pratiquement à part les grands groupes, ils sont dépourvus de division recherche-développement. Donc, les labos de recherche, pour eux, c'est une opportunité à saisir, sachant que les frontières sont fermées, il n'y a pas d'expertise extérieure qui est invitée, qui peut venir. Donc, les universitaires, pour eux, c'est une opportunité. Je vous donne juste un exemple. C'est vécu à Citéfil il y a la semaine passée. Donc, une entreprise
qui utilisent de carreaux céramiques. Donc, ils utilisaient 70% de leur matière première importée d'Espagne. Ils étaient contraints de se tourner vers l'université en 3 mois. Donc, ils sont passés maintenant à 100% matière première locale. Plus que ça, la semaine passée, donc, ils ont envoyé 40 conteneurs exportés vers la Jordanie. C'est fait à l'université, juste à côté. Donc, avec les moyens, les investissements des pouvoirs publics concernant les équipements scientifiques, il est temps à nous, universitaires, de rendre la monnaie et d'être utiles autrement à la société en général et le citoyen en particulier, parce que ma philosophie, une publication et une thèse de doctorat ne pourra jamais ni loger, ni nourrir, ni garantir de l'emploi pour les citoyens lambda. Or, c'est ce citoyen-là qui finance les activités de recherche. Donc nous sommes redevables par rapport à ce citoyen en sortant de l'approche purement publication à l'approche, si vous voulez, projet de recherche pour l'industrie, à l'approche brevet, d'invention et ainsi de suite. Donc pour le projet de l'établissement, pour le mettre en place, pour le confectionner, pour le préparer, il nous faut les outils de l'assurance qualité. Les outils de l'assurance qualité, les économistes connaissent bien la roue de Deming, donc c'est les 4 étapes. Planifier, faire, vérifier ou évaluer, ensuite corriger. À chaque fois, on corrige. Et la roue de Deming monte la pente de l'amélioration. Et la cale que vous avez derrière, qu'il y a derrière la roue, c'est l'assurance qualité. C'est-à-dire les outils de l'assurance qualité permettent l'amélioration des performances de l'établissement et, si vous voulez, donc le développement de l'établissement lui-même. Les outils, c'est l'audit, l'évaluation et l'accréditation. Jusqu'à présent, donc on ne peut parler que de l'évaluation et de l'audit, puisque Madame vient de le dire, nous n'avons pas encore une agence nationale d'assurance qualité pour pouvoir accréditer les établissements. Donc les conditions à respecter en faisant maintenant l'analyse et le diagnostic pour préparer le projet de l'établissement. Donc il y a un certain nombre, si vous voulez, de conditions à respecter. La pertinence, c'est-à-dire si on met en place un objectif, il faudrait que cet objectif-là reflète la réalité et c'est l'objectif le plus approprié pour cette situation. Nous avons l'efficacité, c'est-à-dire comment obtenir les résultats, comment garantir que les activités que nous avons mises en place permettent l'aboutissement du processus pour atteindre les objectifs tracés. L'efficience, on vient de parler des moyens, donc il faudrait que les objectifs soient réalisés donc avec les moindres coûts. Et ce qui vient en aval par la suite, il faudrait qu'il y ait un impact. Il faudrait qu'il y ait aussi durabilité, c'est-à-dire il faudrait que les résultats qu'on va atteindre, quand on va réaliser les objectifs, donc il faudrait qu'ils soient pérennes. Donc il faudrait qu'ils soient durables dans le temps et ce n'est pas chaque fois refaire la même chose. On peut fixer d'autres objectifs et avec d'autres activités, d'autres actions, une autre évaluation et ainsi de suite. Donc la roue va aller toujours, va monter encore la pente chaque fois qu'elle fait un tour, donc elle monte un cycle et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, la méthodologie, comment structurer, comment préparer le projet de l'établissement. Donc, vous voyez le côté gauche, sur le côté gauche, donc il y a tout ce qui est national, tout ce qui est de la tutelle, tout ce qui est donc du gouvernement ou ainsi de suite. Et vous avez la partie gauche, là on a beaucoup plus les mains libres pour pouvoir agir avec les spécificités locales. Donc bien sûr, nous devons travailler toujours dans un cadre réglementaire. Donc nous avons tous les textes réglementaires, les lois d'orientation et tout ce qui est décret, ainsi de suite. Nous avons aussi les priorités nationales de la politique nationale que nous devons intégrer et les PNR qui sont, dont l'appel vient d'être lancé, donc se limitent pratiquement aux priorités nationales. Donc c'est beaucoup plus des appels à compétences que des appels à projets.
Donc il y a la sécurité alimentaire, la santé du citoyen, la sécurité énergétique et tout ce qui vient après, je ne dirais pas secondaire, mais il est aussi important, peut-être, mais pas prioritaire par rapport aux trois premiers. Au niveau local, donc, après l'analyse, on va voir les outils d'analyse, hein, on va voir tout à l'heure comment faire l'analyse et le diagnostic de l'établissement et de l'environnement. Donc, après avoir fait le diagnostic et l'analyse du contexte local, c'est-à-dire en interne l'établissement et de l'environnement socio-économique, et on va tenir compte aussi du plan d'aménagement du territoire. Donc il y a un texte de 2010, donc il faut aussi, c'est-à-dire même l'établissement, il faut l'intégrer dans l'évolution de la politique globale du pays, et on met en place une vision, une stratégie par rapport donc à l'analyse et au diagnostic fait par rapport au territoire et par rapport à l'établissement et le territoire d'implantation. Donc ça, c'est les références du texte relatif au plan d'aménagement du territoire. C'est juste. Donc c'est 9 régions, donc 3 sur la côte, 3 liées au plateau et 3 au sud. Alors, donc quand on va faire le diagnostic de l'environnement de l'établissement et de l'établissement lui-même, ça va nous ouvrir un peu les yeux pour voir plus clair et réfléchir à une orientation globale de l'établissement. Un établissement, par exemple, si je prends Sétif, avec les deux universités Sétif 1, ils ne peuvent pas avoir le même projet de dire. Ils sont implantés dans le même territoire, mais ils ont leurs propres spécificités. L'une est à vocation sciences sociales, langue et ainsi de suite, et l'autre à vocation scientifique et technologique. Donc, ils ne peuvent pas avoir, ils n'ont pas les mêmes conditions. Donc, monsieur le secrétaire général de Sétif il est là. Donc, la spécificité peut être, même si le contexte est le même, mais il peut y avoir la spécificité aussi de l'établissement, même si les mêmes établissements sont implantés dans le même territoire. Alors, quels sont les outils maintenant? Alors, l'outil le plus approprié pour la planification stratégique, c'est l'analyse SWOT et l'analyse PESTEL. L'analyse SWOT, donc, il suffit d'identifier les forces, les faiblesses. Donc c'est en interne pour l'établissement, et il faut identifier les opportunités et les risques ou les menaces qui émanent de l'environnement socio-économique. On peut coupler cette analyse à une démarche, le brainstorming, le remue-ménage, l'asr al-dhihni. Donc c'est ce que nous avons fait à Sétif, c'est une réflexion de groupe combinée à l'analyse SWOT, et à chaque fois on prenait par exemple un domaine ou un sous-domaine, on le décortiquait et on mettait en exergue les opportunités, les menaces, les faiblesses et les forces. Et c'est comme ça par la suite qu'on peut mettre en place une vision et une stratégie. Donc l'outil est connu, c'est des outils qui viennent du secteur socio-économique, donc c'est des outils déjà utilisés par les entreprises, et maintenant donc on les transpose dans le secteur de l'enseignement supérieur. Voilà, donc après avoir fait l'analyse, donc il suffit maintenant de combiner cette analyse. On peut les quantifier, hein, donc prendre les éléments les plus importants et les classer, on donne des notes, ensuite on trace un vecteur sur un diagramme, sur un repère XY, et ce repère est partagé en 4, donc on va le voir juste. Donc les définitions des différents éléments. Voilà, donc on classe la matrice donc SWOT, force, faiblesse, opportunité, risque, et par la suite, donc quelle est, si vous voulez, la stratégie, quelle est la politique que va choisir l'établissement. Donc il y a un petit travail à faire pour tracer des vecteurs, et ensuite, quand on trace sur ce repère XY, donc partagé en 4,
et on va dire quelle est la politique, quelle est la stratégie, quelle est la vision pour laquelle va opter l'établissement. Pour nous, par exemple, la CITIF, nous avons opté pour une stratégie d'attaque. Je dirais pourquoi. Il y avait beaucoup plus d'opportunités, donc c'est une zone très dynamique en termes socio-économiques, donc il y a beaucoup d'industries agroalimentaires, il y a l'électronique, l'électroménager, les matériaux de construction, et la transformation du plastique, et la mécanique à un degré moindre, la mécanique au sens large. Et quand on a fait la transposition, quand on a fait l'analyse en interne, donc tous les laboratoires travaillent, la majorité des laboratoires donc à vocation technologique travaillent sur les matériaux, sur l'électronique, sur l'optique, et ainsi de suite. Donc le parallèle est vite fait, donc il fallait opter pour une stratégie d'attaque. Et la même chose aussi pour les formations. Les disciplines les plus porteuses sont à vocation technologique. Donc nous avons choisi une stratégie d'attaque, nous avons couplé en quelque sorte les opportunités qu'offre le secteur socio-économique aux forces disponibles là dont dispose l'université. Une autre analyse, les économistes là, ils sont mieux placés que moi, l'analyse Pestel, c'est les initiales donc de légal, politique, économique et ainsi de suite. La même chose, c'est des cercles de réflexion. Donc ils identifient quels sont les facteurs majeurs ou là, les paramètres majeurs pour chaque famille. Ensuite, dans chaque famille, ils les classent. Ils donnent des notes, par exemple jusqu'à 5 ou A, B, C, D, et ainsi de suite. Donc ils vont prioriser ces éléments-là et ils vont voir quels sont, si vous voulez, la stratégie à mettre en place pour pouvoir répondre à ces paramètres identifiés. Donc c'est la démarche. Il y a de la documentation sur le net et vous avez aussi une faculté de sciences économiques, donc ils sont mieux placés, ils sont familiers avec, les collègues sont familiers avec ces outils. La même chose. Voilà. Donc nous arrivons à la première partie. La première partie, donc, c'est la planification stratégique. Une fois qu'on a décortiqué l'ensemble de l'établissement et de son environnement socio-économique, donc on met en place donc, cette stratégie. Donc il s'agit d'une réflexion globale pour l'établissement. Et cette planification stratégique, donc c'est l'orientation, c'est la politique de l'établissement pour son développement. Donc pour la concrétiser sur le terrain, il faut la coupler avec une planification opérationnelle. Donc il faut mettre des objectifs stratégiques, des activités à mener pour pouvoir transformer ces objectifs spécifiques en résultats. Et il y a derrière, donc c'est les outils de l'assurance qualité, il faut mettre des indicateurs et ces indicateurs vont permettre d'évaluer ces résultats par rapport aux objectifs. Et il faut aussi avoir les preuves. Donc quand on va évaluer, il faut les preuves. Donc il y a des éléments qu'on va introduire dans le cas de la planification opérationnelle, c'est l'évaluation. L'évaluation. Donc tout à l'heure, on a utilisé l'analyse SWOT ou PESTEL, ou coupler les deux. Ça peut être aussi couplé avec les cercles de réflexion, de telle sorte, est-ce que c'est juste, même s'il y a participation, mais ce n'est pas l'ensemble de la communauté qui va réfléchir à la fois. Donc ça il peut y avoir les cellules, au niveau des facultés, la cellule centrale, et puis ça remonte. D'ailleurs, dans le cas du projet ESAGOV, ça a été réfléchi, Monsieur le secrétaire général a parlé du plan d'action, c'est-à-dire la méthodologie qui va permettre aux établissements la mise à jour de leur propre projet pour ceux qui l'ont déjà, ou les autres qui vont le préparer à zéro. Donc nous avons mis en place, je précise que l'université CITIF, ainsi telle qui est chargée de toute l'assurance qualité du projet ESAGOV avec l'université Paris 1, donc l'université de Ouargla et l'université de Pavia, c'est eux qui ont préparé, bien sûr avec l'ensemble des partenaires, la démarche
comment préparer le projet de l'établissement. C'est pratiquement comme ça, mais maintenant, comment la mettre en œuvre? Donc, il y a un comité transversal, donc présidé par le recteur, et l'ensemble des éléments des comités spécifiques. Donc, et ils ont repris les 7 domaines de l'assurance qualité, donc la formation, la recherche, la gouvernance, les structures et l'akhiri. Donc, chaque comité va faire son travail pratiquement, je ne dirais pas indépendamment, mais tout remonte au comité transversal qui va rassembler l'ensemble et mettre en place, si vous voulez, la structuration du projet de l'établissement. Alors, pour le plan d'action, justement, puisque nous sommes dans l'action, donc il faut évaluer. Donc, l'évaluation est beaucoup plus fine, beaucoup plus détaillée que l'analyse SWOT. Donc, quand on va faire l'évaluation, donc on va prendre le référentiel national assurance qualité. Le référentiel assurance qualité, donc on va l'aborder la deuxième communication. Donc, il est structuré. Donc, il y a les 7 domaines. Chaque domaine fait des sous-domaines. Ensuite, les sous-domaines, il y a les références. Ensuite, il y a les critères. Le projet d'établissement qui a été, si vous voulez, pas l'exemplaire, la première version. La version qui a été distribuée par la tutelle aux établissements s'arrête à la référence. Par contre, chaque référence est constituée de critères qui sont traduits par la suite en objectifs. Et ensuite, nous avons les indicateurs et nous avons les preuves. Alors, les indicateurs et les preuves peuvent être spécifiques à l'établissement. Les références sont nationales. Les critères peuvent être aussi locaux ou nationaux, directement déduits de la référence. Mais les indicateurs et les preuves peuvent être spécifiques. Ils peuvent être spécifiques par rapport à l'établissement. Donc, cette évaluation, elle peut être de 2 types. Auto-évaluation, donc faite et conduite par la cellule assurance qualité de l'établissement, et elle peut être externe. Externe, ça veut dire donc des éléments, une commission venue de l'extérieur. Et le travail va être fait par la suite. Donc ça a été piloté par la CIACAS, la commission d'implémentation de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Et une fois que l'agence d'assurance qualité, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, d'accréditation, va être mise sur place, c'est elle qui va mener ces opérations d'évaluation externe. Ça a été fait pour une dizaine d'établissements au printemps 2018, y compris l'université de Béjaïa, la vôtre. Donc, quelques notions sur l'évaluation, l'auto-évaluation ou l'évaluation externe aussi. Elle vise à mettre en évidence les forces et les faiblesses d'un établissement et constitue la base d'un plan d'action. C'est plus détaillé, même si on parle de forces et faiblesses, mais c'est plus détaillé. J'ai pris tout à l'heure l'exemple, par exemple, le fort taux d'échec la première, la deuxième année, ou la non-valorisation des résultats de la recherche. On peut mettre l'accent sur un certain nombre de points faibles et remédier avec des actions, si vous voulez, dans le court terme. Donc, si on veut parler de qualité, forcément, il y a évaluation. Il ne peut pas y avoir de qualité, si on n'évalue pas, donc on ne peut pas parler de qualité. On ne peut pas s'améliorer. C'est une étape importante qui précède la mise en place d'un système d'assurance qualité. C'est-à-dire, dès le départ aussi, il faudrait avoir un aperçu, un état des lieux sur la situation des activités de l'université pour pouvoir démarrer, au lieu de démarrer de zéro, par exemple. Si certaines universités sont déjà avancées dans l'implémentation de l'assurance qualité, donc il faut démarrer d'un autre stade. Alors, pour l'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur, donc il s'agit d'une assurance qualité qui vise l'amélioration
Donc il ne s'agit pas d'une assurance qualité à but normatif, c'est-à-dire on ne travaille pas selon une norme pour une accréditation, mais on travaille pour une amélioration continue des activités et des résultats, des performances de l'université. Je préfère passer les détails parce que c'est beaucoup plus du ressort de la cellule assurance qualité. Donc c'est la démarche. Ce que j'insiste sur une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'implémentation d'une démarche qualité dans un établissement si les responsables, le premier responsable et les responsables de cet établissement ne sont pas eux-mêmes convaincus et prennent en charge toute la démarche. Ne serait-ce que pour faciliter la tâche, si je dis le responsable, donc avec les démembrements vers les facultés, les départements, les laboratoires, et ainsi de suite. Donc il ne faudrait pas que la cellule assurance qualité, qui jusqu'à présent donc, sont des bénévoles, et des obstacles, des embûches par rapport à cette démarche. Donc s'ils sont là, c'est les thermomètres et c'est les baromètres des activités de l'université. C'est un outil, enfin c'est pas la cellule qui est un outil, la démarche qualité elle-même, ça permet au chef d'établissement et au staff de l'établissement en général d'avoir une vision plus claire et d'apporter les actions de correction au moment opportun. Donc il faut qu'il y ait non seulement adhésion, mais engagement plutôt des responsables de l'établissement et adhésion de l'ensemble de la communauté universitaire. Et c'est de là aussi qu'on peut souligner le terme participation. Alors, c'est les principes de l'auto-évaluation, c'est-à-dire les éléments qui vont faire cette auto-évaluation. Donc, c'était prévu, est-ce que c'est le collègue Khalif de Annaba qui présente cette partie? Mais, donc, il faudrait que les personnes, donc il faudrait qu'il y ait déontologie, l'impartialité, la conscience professionnelle, la confidentialité, l'indépendance. Il faudrait que ces éléments qui vont faire l'auto-évaluation ne soient pas influençables, ils soient autonomes dans leur propre préparation des questionnaires, visite sur le terrain, recueil des données, analyse de données, rédaction du rapport. Il faudrait qu'ils soient autonomes, sans aucune influence quelconque, et sauf leur propre conscience. Et la démarche évaluation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est fondée sur la preuve. C'est-à-dire, on doit différencier entre une évaluation et une enquête d'opinion. Une enquête d'opinion, on peut distribuer des questionnaires, recueillir les questionnaires, c'est avoir une idée d'opinion. Par contre, quand on fait une auto-évaluation, donc il faut chercher les preuves. Si on va dans un département, on pose la question suivante: est-ce que vous effectuez régulièrement les comités pédagogiques? Est-ce que vous organisez régulièrement les comités pédagogiques? Si la réponse est oui, on va demander les PV et voir les PV. Si les comités pédagogiques, s'il y a absence d'étudiants, donc on ne peut pas parler de comité pédagogique. S'il n'y a pas de PV, donc on ne peut pas parler de comité pédagogique. Si dans le PV, il n'y a pas les étudiants qui étaient absents durant la période d'avant, donc on ne peut pas exclure cet étudiant s'il a un nombre de... Donc les preuves, c'est ce genre de choses. Les conseils scientifiques, comités scientifiques, la même chose. Donc on doit aller chercher la preuve, sinon ce n'est pas de l'évaluation ou l'auto-évaluation. Les étapes d'auto-évaluation. Donc, il faudrait déjà qu'il y ait programmation. C'est-à-dire qu'il faudrait que le chef d'établissement, on a le conseil d'administration, on a le conseil scientifique, on a la tutelle, décide de mener une auto-évaluation, que l'établissement X ou Y mette en place le processus d'auto-évaluation.
Donc il faut qu'il y ait programmation. Ensuite, la planification. Qui dit planification, donc dit un échéancier. Ensuite, la préparation de tous les documents nécessaires, y compris les questionnaires, toute la démarche, l'ouverture du processus. Ensuite, la conduite, et c'est là l'essentiel réside dans la conduite, c'est-à-dire lorsqu'on va mener, c'est de là on peut se risquer, on peut passer à côté. Je viens de parler des preuves. Si on demande la question, est-ce que vous avez fait les comités pédagogiques? Si oui, on passe. On risque de fausser tout si, dans la réalité, ces comités-là n'ont pas eu lieu. Ensuite, une fois qu'on recueille les données, donc on clôture l'opération, c'est le moment de faire l'analyse, si vous voulez, l'interprétation des données recueillies et de rédiger le rapport d'auto-évaluation. Et c'est ce rapport-là qui va permettre de mettre en place les actions de correction. Là, on trouve des failles, on trouve des faiblesses, donc il faut apporter le remède nécessaire pour corriger. Le référentiel assurance qualité, je vais l'aborder tout à l'heure. Donc, il y a les sept domaines. Je vous juste une petite indication. Auparavant, donc, il y avait un projet Tempus. Donc, il y avait Constantine, Boumerdes, Oran, d'autres universités tunisiennes et marocaines. Donc, il y avait un référentiel qui a été préparé dans ce cadre. Il se limitait à 4 domaines. Et donc à travers la SIACAS et les différents RAC des différentes régions, donc ça a été proposé à 7 et c'est ce que le ministère a validé à travers une agence canadienne d'assurance qualité et c'est le document qui est distribué il y a 3 ans je pense aux établissements d'enseignement supérieur. Donc vous avez quelques détails du référentiel. Donc vous voyez, je mets juste l'accent. Vous voyez les deux domaines les plus importants, c'est bien la formation et la gouvernance. Donc vous avez le nombre de champs et le nombre de références qui sont les plus importants. L'université ne peut pas fonctionner sans une bonne gouvernance. Donc même si on dit les 2 missions sont la formation et la recherche, mais la gouvernance est indispensable pour, si vous voulez, lier les différents éléments et les différentes entités, les différents organes qui constituent cette université et qui assurent le bon fonctionnement des différents éléments, c'est-à-dire de la fonction globale de l'établissement. Donc, c'est des détails sur comment mener l'auto-évaluation. Le document, il est déjà chez les collègues de la cellule assurance qualité. Donc, je passe pratiquement l'ensemble. Voilà. Et quand on arrive, donc le plan d'action, donc nous avons fait objectif global, donc la partie stratégie, ensuite les objectifs spécifiques, les résultats attendus, les activités à mettre en œuvre, c'est-à-dire le plan d'action, ensuite les moyens à mobiliser. S'il y a activité, s'il y a action, donc forcément derrière, il y a moyens financiers, moyens humains, ressources financières et ressources humaines à mettre en place. Et le chemin inverse, une fois que ces moyens sont réunis, ainsi de suite, et on va refaire le chemin inverse, c'est la mise en œuvre. Donc, dans un sens, c'est la planification, dans l'autre, c'est la mise en œuvre. Et ensuite, après un certain temps, on va procéder à l'évaluation pour vérifier est-ce que ce que nous avons planifié a été atteint, c'est-à-dire les objectifs sont atteints, oui ou non. Si oui, donc c'est bien, on fixe d'autres objectifs, on élève un peu la barre. Si non, donc on apporte les correctifs nécessaires pour l'amélioration. Donc ce n'est pas la peine, c'est la matrice du cadre logique, c'est-à-dire pour faciliter la tâche, donc on met un tableau de bord, donc c'est une matrice à 16 cases, donc qui englobe l'ensemble, c'est plus facile de suivre le déroulement du processus que d'avoir à feuilleter un document de 100 là, 200 pages chaque fois et chercher les différentes données.
Voilà, c'est la gestion du cycle du projet en général, quel que soit le projet, même s'il s'agit d'un projet de construction. Comme conclusion, donc l'adoption par l'établissement d'une stratégie couplée à une planification, c'est-à-dire le projet d'établissement, doivent conduire à des changements positifs. Elles ne peuvent résoudre les problèmes de l'heure du jour au lendemain, mais elles prépareront l'avenir. Il est demandé aujourd'hui aux établissements de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique du pays d'être socialement responsables, c'est-à-dire d'être engagés aux côtés des autres institutions de l'État dans la bataille de développement social et économique du pays. Sur ce, je termine la première communication. Je vous remercie.